C'est bon. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire Edagio sur les aides pour la gestion intégrée des eaux pluviales dans le cadre du 12e programme de l'Agence de l'eau. Je suis Rosalie Salin-Gourlaouen, je suis chargée d'animation du réseau Redagio que je vais vous présenter tout à l'heure. Notre intervenant aujourd'hui est Valentin Serbiel, qui est, Valentin, tu me corriges, chargé d'intervention, collectivité et industrie pour la délégation armorique de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Tu nous présenteras tout à l'heure tes collègues des autres délégations du bassin Loire-Bretagne. Pour présenter peut-être un petit peu le contexte de ce webinaire, alors je rappelle que ça fait déjà quelques temps que il y a du soutien et des aides pour les ouvrages de gestion intégrée des eaux pluviales ainsi que les études dans les programmes des agences de l'eau. Le nouveau programme a été présenté avec quelques événements l'année dernière et cet hiver et une série de webinaires début février. Alors, l'idée de ce webinaire Redagio, c'était bien sûr de pas faire doublon avec ces webinaires. C'était, alors déjà, premièrement, de faire connaître Redagio, puisqu'on est encore un jeune réseau, bien sûr, mais aussi de faire connaître ce programme d'aide, de permettre aux professionnels du secteur de mieux les appréhender, de maîtriser le cadre et les conditions pour y accéder. Et puis aussi, ce webinaire a pour but de faire du lien pour mieux se comprendre, qu'on puisse avoir un temps d'échange pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous vous posez, qui vous agitent. On a souhaité que ce webinaire soit interactif et c'est pour ça qu'on a proposé dès le formulaire d'inscription que vous puissiez poser vos questions. Donc, on les posera tout à l'heure. Et d'ailleurs, pendant que je parle et tout au long de ce webinaire, vous pouvez bien évidemment poser vos questions via le clavardage, le chat, le Q&A de Zoom. Et je rappelle bien sûr que ce webinaire est enregistré et sera disponible ensuite sur la chaîne YouTube du réseau Redagio. En ce qui concerne donc le déroulé, on est ensemble jusqu'à midi, voire plus si affinité, donc pour 1 heure et demie au moins, selon ce qu'on a à se dire. Je vais commencer donc par présenter un petit peu le réseau Redagio. Puis je laisserai Valentin Serbiel présenter le cadre général des aides de l'Agence de l'eau sur les eaux pluviales. Ensuite, je ferai passer les questions qui ont été préalablement posées via le formulaire. On a en gros trois catégories de questions. Une première sur qui peut bénéficier de ces aides, qui peut demander ces aides, qui a accès à la plateforme, etc. Quelles sont les techniques éligibles aux aides? Et enfin, le niveau, moi j'ai appelé ça le niveau d'exigence des projets. Qu'est-ce qu'on vise comme objectif, comme taux d'infiltration, etc. Et enfin, Valentin présentera de façon un peu plus précise, un peu plus technique, la fiche action qui concerne les projets de gestion intégrée des eaux pluviales. Et ensuite, on prendra un temps pour répondre à toutes les questions qui auront été posées dans le clavardage. Voilà pour le déroulé. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu le réseau Redavio. Redavio, ça veut dire le réseau des acteurs de la gestion intégrée des eaux pluviales du Grand Ouest. Donc, j'ai dit qu'on était un réseau assez jeune. Il y en a peut-être parmi vous ici qui connaissent nos associations sœurs qui sont le GREI dans la région de Lyon et l'Adopta dans le Nord. Nous, on couvre un territoire géographique un peu plus vaste. On est moins localisé géographiquement, j'ai envie de dire. Et puis surtout, on n'est pas encore une association. On s'est quand même doté d'une charte pour voilà qu'on puisse formaliser un petit peu nos objectifs. Donc l'idée c'est qu'on puisse rassembler des acteurs publics et privés de tout l'ensemble de la chaîne de l'aménagement pour diffuser les pratiques de gestion intégrée des eaux pluviales. Donc là-dedans, on va avoir donc un objectif de montée en compétences, de construction d'une culture commune, la sensibilisation et la fédération de l'ensemble des acteurs pour un changement de pratique vers la GIEP et la promotion des bonnes pratiques. Très concrètement, à qui on s'adresse? Aux collectivités et à leurs services. On est un réseau où il y a beaucoup de collectivités qui sont impliquées. Euh, c'est souvent beaucoup les services eau et assainissement qui sont les premiers, on va dire, qui sont les premiers concernés par le sujet, mais on trouve aussi les services voirie, urbanisme ou espaces verts qui sont aussi concernés par ces questions-là. Et bien sûr, les acteurs privés de toute la chaîne, donc aussi bien le bureau d'études que les architectes, les paysagistes, les aménageurs, etc. On travaille aussi en partenariat avec un certain nombre d'autres structures, par exemple des associations, qui sont, je pourrais citer les CPIE, je pourrais citer Eaux et Rivières de Bretagne, etc. D'autres réseaux, des structures publiques comme par exemple ce matin avec l'Agence de l'eau. Et enfin, on a un fort lien assez important avec la communauté scientifique. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on organise? Des webinaires, comme par exemple celui de ce matin. On a des webcafés tous les mois qui sont ouverts aux collectivités et à quelques entreprises privées qui sont membres de notre comité technique.
et évidemment des journées techniques où on va visiter des ouvrages. Tout ce qui va être assistance aux collectivités et sessions de sensibilisation, c'est un peu à la demande, un peu à la carte pour le moment. Aujourd'hui, si vous nous sollicitez, on peut faire le point sur vos besoins et vos demandes et en fonction de ça, on voit ce qu'on décide d'organiser. Voilà, donc je vous présente là les 12 collectivités qui nous soutiennent aujourd'hui. Donc, on a un fort tropisme breton, mais pas que, hein. On va jusqu'au Mans, Nantes, Métropole, mais aussi La Rochelle. On a aussi de très bons contacts dans l'ensemble des pays de la Loire. Le réseau aujourd'hui n'est pas une association. Il a été porté historiquement par l'Institut Agro de Rennes pendant plusieurs années. Et là, depuis le mois de janvier, on est porté par un syndicat mixte qui s'appelle le Pôle métropolitain Loire-Bretagne, basé à Rennes et qui rassemble les métropoles de Brest, Rennes, Nantes et Angers. Alors, ça, ce sont quelques exemples des actions qu'on a déjà organisées. L'idée étant d'aborder la gestion intégrée des eaux pluviales par plein de portes d'entrée qui existent et qui sont là. Donc, typiquement, les cours d'école, qui est un sujet qui est toujours très attractif. On a fait un webinaire là-dessus l'été dernier avec des retours d'expérience particulièrement intéressants sur la présence de l'eau dans les cours d'école de façon générale, tout ce qui était dispositif pédagogique autour. La présentation sera accessible ensuite à toutes les personnes inscrites au webinaire et vous pourrez cliquer sur les liens pour avoir directement accès aux vidéos et au programme des actions qu'on a organisées. La gestion des eaux pluviales, c'était un webinaire qui était organisé par Batilab, qui est le réseau du bâtiment durable en Bretagne. C'est un webinaire assez court d'une quarantaine de minutes et moi-même et mon collègue de Brest Métropole, on a parlé peut-être une vingtaine de minutes. Donc c'est assez généraliste, c'est assez facile à diffuser, à regarder pour pouvoir appréhender ces enjeux-là de façon un peu générale quand on débute, on va dire. Concilier la GIEP et la route, il y en a peut-être que ça fera un peu sourire. L'idée étant de constater qu'on a des cultures professionnelles assez différentes, notamment par rapport aux réseaux voirie et réseaux divers. Et voilà, de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire cohabiter des doctrines qui parfois ne sont pas toujours compatibles et commencer à chercher à se comprendre. Le chantier est encore assez long, mais on a déjà eu dans ce webinaire des retours d'expérience très intéressants. La prise de compétences vécue dans une communauté d'agglomération, ce webinaire, ce qui était très chouette, c'était qu'on a pu avoir des élus les vice-présidents des agglomérations de Lannion et de La Rochelle qui sont venus parler de leur expérience. Ce webinaire, il est intéressant parce que si vous êtes dans une collectivité et que vous débutez, entre guillemets, avec ce sujet-là, et ben, en fait, ça permet d'avoir un peu d'humilité puisqu'en fait, on se rend compte que les voisins qu'on pense toujours plus avancés que nous, en réalité, ils se sont posés énormément de questions pendant des années et des années et surtout, ils savent que la route est encore assez longue. Voilà, c'est un webinaire où on a pu aborder la globalité des enjeux de comment traiter de la GIEP au sein d'une collectivité, que ce soit dans les relations interservices, avec les communes. Euh, on a aussi abordé tout le volet financier, la méthode de comment construire une gestion financière des ouvrages de GIEP. Voilà. Et enfin, dernier webinaire qu'on a organisé, enfin, pour le coup, c'est le Gré qui est basé à Lyon qui l'organisait. On a fait un partenariat aussi avec l'Adopta dans le Nord. C'est un webinaire très pointu avec des chercheuses sur les questions d'entretien des ouvrages végétalisés de gestion des eaux pluviales, avec notamment une chercheuse qui fait sa thèse précisément sur ce sujet-là. Voilà, donc vous avez tous les liens si vous voulez les retrouver. Un autre type d'action qu'on a pu organiser, c'est des journées techniques. Je vous ai mis cet exemple-là d'une journée technique sur la GEP et la solarisation des parkings suite aux lois accélération des énergies renouvelables et, que je dis pas de bêtises, climat résilience. Maintenant, au-delà d'une certaine dimension d'une certaine surface de parking, il faut mettre en place des dispositifs soit de gestion intégrée des eaux pluviales, enfin soit, c'est et ou d'ombrage et d'ombrières photovoltaïques. Donc, comme tout le monde se posait beaucoup de questions sur ces lois, avec en plus des décrets qui sont parus assez tard, on a fait une journée dédiée spécifiquement là-dessus. Si vous souhaitez accéder aux présentations, vous pouvez cliquer sur l'image et vous aurez accès à tout programme. Si vous souhaitez accéder aux présentations qui ont été faites dans cette journée, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail et je vous les envoie de bon cœur sans souci. Et enfin, la dernière vidéo dont je voudrais vous parler, c'est le procès du ruissellement. C'est un spectacle qui a été proposé au Carrefour des gestions locales de l'eau à Rennes l'année dernière, donc en janvier 2024. C'est une vidéo qui dure une trentaine de minutes, qui est très pédagogique et très drôle, donc qui est très facile à diffuser. Et l'idée, c'était vraiment d'aller à rebours, de prendre un peu à rebrousse-poil les clichés qu'on peut avoir sur, d'un côté, le tout tuyau et de l'autre, le tout végétal.
voilà, en essayant de se dire, bah, en fait, voilà, mais cette solution-là, en fait, elle a cet inconvénient-là, etc. Donc, il y a des exemples très concrets. Il y a beaucoup de blagues, c'est très humoristique. Donc, n'hésitez pas à la regarder et à la diffuser, notamment si vous peinez à convaincre vos collègues, vos partenaires ou votre hiérarchie. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur Edagio, donc là, vous avez le contact et bien sûr le site internet. Si vous écrivez à ce mail, c'est moi qui lis les mails et c'est moi qui réponds. Et ce que j'ai pour habitude de dire, c'est qu'on n'a pas forcément réponse à tout, mais par contre, on peut proposer un espace où vous pourrez échanger avec des gens qui ont les mêmes questions. Et souvent, c'est déjà beaucoup. Sur les questions de gestion intégrée d'eau pluviale, tout le monde avance un petit peu en même temps, quoi. On défriche sur un sujet qui est encore relativement nouveau quand même. La plupart d'entre vous, je pense, vous savez qu'il y a une newsletter et voilà. Donc vous pouvez vous inscrire et inscrire vos collègues. C'est là qu'on communique sur nos événements. Et il y aura pas mal d'événements sur le premier semestre 2025 qu'on va pas tarder à annoncer, notamment une matinée technique qui arrive bientôt pour avril. Voilà, je m'arrête de parler pour le moment. Valentin, je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter donc, le cadre général des aides de l'Agence de l'eau, si tu veux bien. Merci Rosalie. Je vais partager ma présentation. Tu me dis si c'est tout bon. Voilà. On est C'est tout bon? bon. Ouais, Donc bonjour à tous. Donc Valentin Serbiel, chargé d'intervention à l'Agence de l'eau. Je suis le référent thématique et instructeur sur les aides par rapport à la gestion intégrée des eaux pluviales pour toute la région de Bretagne. Et mais j'ai des collègues qui sont aussi présents sur tout le bassin, notamment le Pays de la Loire, vu qu'on est dans le Grand Ouest. Bref, je vous présenterai ça un peu plus tard. Je vais commencer par euh, faire une présentation assez générale sur ce que sont les agences de l'eau. Donc, on a un opérateur de l'État, il y en a 6 en France, euh, enfin, le découpage se fait en fonction des gros masses inversants euh, métropolitain. Donc, nous, ici, nous sommes sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui prend tout le bassin versant de la Loire, donc du Massif central jusqu'à Saint-Nazaire et les cours d'eau bretons. Et chaque agence a son programme d'intervention, son programme d'aide, dans lequel on va retrouver des aides pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Mais voilà, chaque agence est un peu indépendante dans la définition, dans la définition de son programme d'intervention. Donc, celui que je vais présenter aujourd'hui, ce matin, c'est celui pour le territoire de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Un petit focus financier peut-être sur ce que ça représente, les aides des agences de l'eau, enfin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne notamment. Donc, depuis le 1er janvier 2025, on a entamé notre 12e programme d'intervention, programme d'aide, hein, qui sont des programmes qui sont définis sur 6 ans. Là, présenté sur cette diaporama, vous avez le bilan sur le 11e programme, donc le programme précédent, voilà, en quelques chiffres, vous avez d'un côté les redevances, hein, qui sont finalement l'impôt, que vous pouvez retrouver sur toute facture d'eau, qui sont collectées par les agences de l'eau et qui sont redistribuées auprès des territoires, des collectivités, mais aussi de partenaires privés, agriculteurs, associations, sur des actions, des études, des travaux qui ont pour vocation de participer à la reconquête de la qualité euh, des masses d'eau du bassin. Et donc, sur la totalité du 11e programme d'intervention, donc on était à 2124 millions d'euros de redevances collectées, avec, comme vous pouvez le voir, une grosse participation du côté domestique, hein, donc notamment l'assainissement et l'eau potable. Et en fait, cet argent derrière est redistribué sur les territoires. Alors, en fonction aussi des particularités locales et des enjeux locaux, hein. C'est pas réparti sur le territoire de la même manière, mais voilà. Globalement, en moyenne, il y a alors c'est peut-être une image que vous avez déjà vue, sur une centaine d'euros d'aide accordée, vous avez à peu près un peu plus de 40% qui est destiné aux collectivités, surtout sur l'assainissement, mais aussi en partie on va retrouver la gestion des eaux pluviales dedans. Mais c'est surtout les gros projets de stations d'épuration, de réseaux d'assainissement, etc. Vous avez un peu moins de 20% pour toutes les actions
plutôt grand cycle de l'eau, de préservation de la qualité, de restauration des milieux aquatiques. Euh, et puis après, on peut retrouver aussi un pourcentage non négligeable sur la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole, la protection de captage, la gestion quantitative plus générale de la ressource en eau, mais aussi les acteurs économiques, etc. Voilà, on peut vous donner une idée de comment quelle proportion on aide les territoires du bassin. Donc ça, c'était pour le précédent programme. Juste quelques chiffres pour le programme qui a commencé depuis le 1er janvier dernier. On va vers donc, du fait des évolutions on va dire, une nouvelle loi qui a été adoptée l'an dernier, la réforme des redevances va nous permettre de collecter davantage de redevances sur ce programme-là. Donc, on va être à 2500, environ 2600 millions de redevances pour les 6 ans. Et ça fait à peu près un montant réparti de voilà, un peu moins de 370 pardon, millions d'aides prévisionnelles annuellement sur tout le bassin sur les différentes thématiques, petit cycle, grand cycle, de l'eau. C'est des grandes idées, c'est des grandes fourchettes financières, mais voilà, pour indiquer le fait que l'agence de l'eau, sur ce programme, va rester largement mobilisée pour aider les territoires à la reconquête de la qualité de l'eau. Un petit point sur du coup notre programme d'intervention, qui est notre programme d'aide sur ces 6 prochaines années, qui a été construit, qui a été cadré selon différents documents. Donc bien sûr, on a le schéma directeur d'aménagement de la gestion de l'eau, le SDAGE, 2022-2025, avec ses orientations, ses objectifs qui, du coup, cadrent très fortement notre programme d'intervention, mais on a différentes autres stratégies un peu plus nationales qui viennent alimenter, qui ont alimenté ce programme, donc notamment le plan eau du gouvernement, la stratégie nationale de la biodiversité et quelque chose d'un peu plus particulier, j'en parlerai, mais des zonages aussi un peu administratifs qui rentrent dans le cadre de nos aides, comme un zonage France Ruralité Revitalisation qui a été adopté l'été dernier, qui est un zonage voilà, qui classe certaines communes d'un point de vue capacité financière d'investir, et nous, ça permet de bonifier certaines aides sur ces territoires-là, mais j'en parlerai plus en détail, notamment par rapport à la gestion intégrée des eaux pluviales. Voilà, Rosalie, pour la présentation un peu générale du programme d'intervention. Avant de rentrer dans la fiche PLU, on va peut-être faire... Ouais. Faire un petit point sur les questions qui ont été Ouais. posées. Alors, j'ai vu que quelqu'un a dit que apparemment la fonction question était désactivée. Alors, peut-être que vous, en tant que participant, vous n'avez pas accès aux questions, mais nous, on y a accès. Enfin, moi, en tout cas, j'y ai accès. Donc, vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, il y a des gens qui ont déjà écrit là depuis le début du webinaire. Alors, on a une première question qui est venue au niveau du formulaire, c'est en fait qui peut bénéficier des aides de l'Agence de l'eau? Est-ce qu'il existe des aides pour la gestion intégrée des eaux pluviales au sein des entreprises privées? Et est-ce que les particuliers peuvent bénéficier de l'aide pour les aménagements de gestion intégrée des eaux pluviales? Voilà, déjà ces questions-là. Oui, alors effectivement, les aides de l'agence de l'eau, alors notamment pour la gestion intégrée des eaux pluviales, tout le monde peut en bénéficier, des maîtres d'ouvrage publics, privés, et même les particuliers. Euh, avec des petites particularités quand même pour les aides apportées aux privés. Euh, c'est dans le cadre du règlement européen des aides. Donc, pour faire simple, en fait, on va pouvoir donner des subventions sur la gestion intégrée des eaux pluviales pour des porteurs de projets privés, en fonction du nombre de salariés et en fonction notamment du chiffre d'affaires. Donc, si vous une petite particularité dans les taux d'aide qui seront appliqués, qui sont présentés dans le programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Ces taux d'aide vont varier en fonction effectivement de ces deux critères, notamment pour les entreprises, pour les maîtres d'ouvrage privés. À titre d'exemple, on a pu aider sur la gestion des eaux pluviales l'an dernier les magasins Decathlon, notamment celui de Saint-Brieuc, où ils ont eu un taux d'aide un peu différent parce qu'effectivement, l'entreprise est tellement euh, grande et importante qu'on a pu accompagner la démarche, mais avec un taux d'aide un peu différent de ce qui peut être affiché dans les programmes d'intervention. C'est vraiment une application des aides un peu particulière. Pour le particulier peut également être aidé
mais dans un cadre administratif un peu différent, parce que l'agence de l'eau a une particularité, on ne peut pas donner d'aide aux particuliers. Il faut que ça passe par la collectivité qui a la compétence sur la gestion des eaux pluviales. Et donc, j'en parlerai tout à l'heure plus en détail, mais voilà, on va créer un cadre administratif qui va permettre, nous, agence de l'eau, de donner des subventions pour les particuliers dans le cadre voilà, des raccordements. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde peut bénéficier de ces aides-là. Et une autre question, ça pareil, qui revient un petit peu, est-ce qu'il existe des aides pour désimperméabiliser les cours d'école? Quelles aides plus spécifiquement sur les cours d'école et de collèges publics et privés? Alors, collège public, collège privé, établissement scolaire public privé, on peut aider tout le monde. Alors, même si particularité, c'est les écoles, collèges, lycées privés, ça reste pour nous un maître d'ouvrage du coup privé qui rentre dans le cadre des aides publiques, dans le cadre européen des aides publiques, mais étant donné les critères de sélection, ça reste sur des petites structures finalement qui font pas des bénéfices astronomiques. Donc, dans tous les cas, c'est des projets qui vont être aidés à peu près de manière équivalente par rapport aux établissements scolaires publics. Et en soi, nous, on a des orientations sur le choix des techniques qui vont être mises en place pour la déconnexion et la gestion intégrée des eaux pluviales dans les cours d'école. Euh, on va mieux aider certaines techniques que d'autres, ça je vous en parlerai après. Mais le maître d'ouvrage reste libre de ce qu'il veut faire, surtout dans les cours d'école où le projet est issu de beaucoup de concertations avec les élèves et notamment aussi les parents d'élèves sur le devenir de la cour avec différents usages aussi à prendre en compte. Donc voilà, globalement, on est assez ouvert aux différentes propositions qui peuvent être amenées, mais on a aussi, nos conditions. Mm. Très bien. Donc ça, c'était pour un peu les bénéficiaires. On avait aussi des questions sur les techniques éligibles. Est-ce que les dalles et pavés perméables sont subventionnables dans l'absolu? Oui, comme j'ai dit, en fait, on n'a pas on, on a des grandes orientations sur les techniques qui vont être favorisées. Euh, la gestion d'intégrer des eaux pluviales pour l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, c'est une solution d'adaptation au changement climatique. Donc, dans ce cadre-là, nous, on va s'intéresser un peu des co-bénéfices que peuvent apporter ces solutions-là, et notamment par rapport à la végétalisation. Et ce qui fait que dans notre programme, ce qui est inscrit, c'est qu'on va mieux aider la gestion des eaux pluviales via des espaces végétalisés que via d'autres systèmes, on va dire. euh, alors nous, on appelle ça, enfin, dans notre langage, des solutions un peu grises, mais c'est pas forcément le terme. Mais on va différencier les solutions végétales de pleine terre et les autres. Donc, tout ce qui est parking perméable, pavé joint gazon ou pavé joint autre, sont subventionnables par l'agence de l'eau, parce que ça reste une solution pour la gestion intégrée des eaux pluviales, mais qu'on aidera peut-être, enfin, on aidera moins bien que des solutions végétales. Ça répond à un usage, on n'est pas contre, bien sûr. Quand on a un projet de gestion intégrée des eaux pluviales sur un bourg ou même sur un parking, tout simplement, c'est des solutions qui existent et qui répondent à l'enjeu de gestion intégrée et également à un usage qui peut pas être modifié dans l'absolu. Voilà. Donc, effectivement, c'est des solutions qui sont subventionnables par l'agence de l'eau. Ok. Tu as parlé de la pleine terre, je vais y revenir juste après. Mhm. D'abord, il y avait une autre question qui était, est-ce que les étapes de filtration avant infiltration, alors la question n'est pas claire, c'est sont-elles envisagées? Ça va avec la question sur les entreprises privées. Donc on peut imaginer par exemple qu'il puisse y avoir une étape de filtration des eaux avant infiltration. Comment ça se passe dans ce genre de Oui, projet? oui, parce qu'effectivement, les eaux pluviales sont, entre guillemets, peuvent être polluées par les surfaces qu'elles rencontrent, enfin, sur lesquelles elles ruissellent, et notamment dans les sites industriels, ça peut être des polluants assez spécifiques. Donc nous, c'est quelque chose qu'on peut accompagner, mais c'est vraiment du cas par cas pour le coup. Si effectivement il y a besoin, le souhait de faire de l'infiltration sur un site industriel, mais il y a une problématique particulière, on pourrait accompagner une première phase
éventuellement de traitement de ces eaux pluviales avant infiltration. Mais vraiment, c'est du cas particulier, du cas spécifique. Si la démarche est globale sur l'échelle d'un site, et vraiment l'eau pluviale peut être infiltrée dans la parcelle, etc., mais qu'il y a cette problématique-là, on peut éventuellement regarder pour y répondre également et Ok. prendre l'ensemble du projet. Très bien. Je reviens donc sur ce que tu disais sur la pleine terre. Donc là, on peut parler des dalles et pavés, de tout ce Hum, qui est hum, pavés engazonnés, etc. hum. Et en fait, la question qui a été posée, c'est, après on va aller vraiment sur le niveau d'exigence, on va dire, qui est demandé pour les projets, c'est quelle est la définition de la pleine terre pour l'agence de l'eau et, question qui va avec, comment sont considérés les projets hybrides de pleine terre et de structure de voirie? Alors, les solutions de pleine terre, dans le programme d'intervention, c'est clairement défini. En gros, c'est là, on va laisser infiltrer l'eau sans que l'eau soit gênée. On ne va pas mettre de barrière entre l'infiltration de l'eau et son chemin en gros, jusqu'à la nappe phréatique. Donc, c'est vraiment des solutions de pleine terre. Les pavés joints gazon, c'est pas une solution pour l'agence de l'eau de pleine terre. C'est une solution très technique, mais c'est pas un espace vert, euh, une solution de pleine terre en soi. C'est un sujet, enfin voilà, une solution de pleine terre, il faut avoir quelque chose d'assez simple. Nous, c'est une solution de pleine terre. Des pavages en gazon, non. Parce on ne laisse pas pleinement l'eau, la place pour l'eau de s'infiltrer dans les sols. Voilà. Un peu pour la définition. Et l'autre partie de ta question, pardon, Rosalie. Bah, voilà, comment sont considérés les projets hybrides, notamment Les pleine terre projets plus hybrides, oui, structure merci. de voirie? Alors, je vais vous montrer après sur des solutions pleine terre et des solutions qui ne sont pas des solutions pleine terre. Il va y avoir deux taux d'aide différents. On peut très bien avoir un projet hybride avec une noue d'un côté, des parkings permis, etc. Le global sera aidé, mais les solutions techniques seront aidées avec un taux différent. Donc, il y aura un petit découpage, nous. C'est plus sur les aspects financiers d'un projet. On va demander au porteur de projet enfin, de manière générale, de toute façon, d'identifier à l'échelle d'un projet les montants de travaux relatifs à la gestion intégrée des eaux pluviales, dans lequel, normalement, on retrouvera les montants sur telle solution, et nous, ça permettra d'appliquer des taux d'aide différents. Donc, on peut totalement aider des projets techniquement hybrides. Oui. Ok. Je vois qu'on a un petit peu de questions qui vont avec ça, là, dans Clavardage en direct. Est-ce que la mise en place de démonstrateurs, essais, filtration, nouveaux matériaux peut être éligible? De... j'ai pas entendu le début de la question, pardon. Est-ce que la mise en place de démonstrateurs De peut être démonstrateur, éligible? Ouais, des choses un j'imagine, peu moi, ce que je mets derrière innovantes. ça, ouais, des prototypes, en fait, des essais, des choses pour montrer, quoi, pour faire la démonstration de techniques de gestion intégrée. Alors, si c'est des solutions innovantes, pourquoi pas? Nous, on n'est pas fermé à pouvoir aider de la démonstration, de la mise en place de nouveaux systèmes innovants qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui apportent quelque chose en plus. Oui, c'est des éléments qu'on pourrait accompagner d'un point de vue expérimental, hein. Nous, on a cette capacité-là à l'agence de l'eau de pouvoir aider ces petits cas particuliers et nous qui peuvent nous permettre de notre côté aussi d'avoir des retours d'expérience sur les nouvelles techniques. Tout à fait. Ok. On a une autre question là-dessus, un peu dans la même veine. Enfin, dans la même veine. Voilà. Qu'est-ce qui est éligible exactement? Est-ce que des systèmes de traitement des eaux de ruissellement de type décanteur hydrodynamique sont subventionnables? Alors, les décanteurs hydrodynamiques, alors, tout dépend parce que décanteur hydrodynamique, pour de la gestion intégrée des eaux pluviales, sur la gestion intégrée, quand on veut faire de la gestion par Alors, attends, infiltration, Valentin, parce que la personne a ajouté une précision. Est-ce qu'une ouais. solution de type décanteur hydrodynamique ayant été validée par un groupe d'experts européens dans le cadre d'un ETV est subventionnable? Et si oui, est-ce que des solutions non validées sont subventionnables? Alors là, type décanteur hydrodynamique, pour moi, décanteur hydrodynamique, j'ai l'impression de voir quelque chose au niveau. Enfin, faudrait que cette personne précise sa question. De manière générale, la gestion intégrée des eaux pluviales, d'un point de vue des techniques envisagées,
solutions de pleine terre ou des solutions un peu autres, chaussées réservoirs. Si les solutions décanteurs, j'ai l'impression de à voir si c'est ça, mais d'avoir une solution très technique pour répondre à un aspect, mais une gestion quand même assez tuyau de l'eau pluviale. Si c'est le cas, non, c'est des choses qui ne seront pas aidées. Si c'est un cas particulier, mais qu'on reste dans le cadre dans le cadre général de la gestion intégrée des eaux pluviales, pourquoi pas avoir au cas par cas si ça répond vraiment à une problématique spécifique. Là, comme ça, difficile de se positionner sur. Très bien. Hop, voilà, bah, tu parlais voilà, des critères d'éligibilité. On a aussi quels sont les critères pour la subvention de toiture végétalisée? Alors, les toitures végétalisées, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais effectivement, ça rentre dans le cadre de nos aides. La particularité, c'est qu'on va considérer ça, nous, comme une solution de pleine terre. C'est le choix qui a été fait dans notre programme d'intervention. Et sur les critères techniques que nous, dans nos modalités techniques, j'en parlerai après. Mais effectivement, il faut que ça réponde à une certaine quantité, enfin, il faut que ça puisse gérer une certaine, on va dire, sur l'échelle d'un projet, une certaine quantité de pluie. Ah bah ça fait toute la transition avec la dernière catégorie de questions et puis après tu pourras présenter un peu la fiche action spécifique puisqu'on a aussi des questions sur j'ai envie de dire la procédure quoi. Ouais. En gros, alors je prends une question qui a été posée sur le formulaire d'inscription. Quel est le niveau de pluie de référence pour les calculs? Combien de millimètres? À partir de quelle surface déconnectée les aides peuvent-elles être attribuées? Quid des petits dossiers? Et donc, pour ces petits dossiers, faut-il nécessairement des études de sol, perméabilité, notamment si on conserve un trop-plein en cas de pluie supérieure à la pluie de référence? Alors, dans le programme, dans la fiche action sur la gestion intégrée des OPL, on va avoir une exigence technique sur la quantité de pluie qui peut être gérée à l'échelle du projet. Donc, j'en parlerai aussi. Et après, ensuite, sur la surface déconnectée, il n'y a pas de minimum indiqué dans le programme. Euh, donc, je garde un peu de suspense, parce que j'en parlerai après. Par contre, la taille du projet va être dictée par nos règles générales qui sont écrites dans notre programme d'intervention. Et que quand un maître d'ouvrage sollicite les aides de l'agence de l'eau, valide le fait qu'il est bien conscient de ces règles générales. Pour les travaux, on ne pourra pas aider des travaux inférieurs à 10 000 € hors taxe. C'est dans nos règles générales. Voilà, donc ça fixe un peu la limite des petits projets. Mais si par petit projet on entend une végétalisation de cours d'école, avec de la gestion intégrée des eaux pluviales, on a aidé l'année dernière énormément de projets de végétalisation de cours d'école sur des petites, des moyennes, des grandes communes. Voilà. On arrive quand même à pouvoir aider largement. Très bien. Et là, pareil, alors c'est peut-être, je sais pas si bon, je vais lire la question, comme ça je ne traduirai pas la pensée de la personne qui l'a posée. J'ai lu des communications informelles mentionnant qu'en 2025, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne financerait des projets de GIEP à condition qu'ils permettent de déconnecter des surfaces à hauteur de 35 litres par mètre carré. Pourtant, je Ouais. n'ai trouvé aucun document officiel sur le sujet. Qu'en est-il? Alors, ça va faire la transition avec la fiche derrière. Effectivement, Mm. c'est ça notre modalité technique qu'il faut respecter, 35 litres par mètre carré. En fait, l'idée de cette règle qui a été inscrite dans notre programme d'intervention, alors elle est clairement écrite dans la fiche action pluviale de notre programme, page 118, si vous l'avez vérifié. Mais 119 très exactement, le principe, c'est que cette limite a été fixée en disant, vous avez un projet de gestion intégrée des eaux pluviales, très bien. La gestion des eaux pluviales sur votre projet va être faite par une noue, par exemple. Cette noue va collecter une surface. Donc une surface qui va être gérée en infiltration. Euh, Mettons, j'en sais rien, 10, 20, 50 mètres carrés, peu importe. Il faut que vous nous prouviez que cette noue puisse stocker, avant infiltration, 35 litres fois la surface qui est connectée à cette nuit. Donc c'est là les 35 litres par mètre carré. Et c'est stocké avant infiltration. En fait, c'est une règle qui a été inscrite pour vous expliquer. Ça nous donne une marge de sécurité. Si vous avez des ouvrages qui permettent de stocker ce volume-là,
avant infiltration, ce qui fait que dans les faits, il va pouvoir gérer des pluies plus importantes. Donc, euh, ça me donne une limite assez ambitieuse sur ce que nous, on peut subventionner. Euh, voilà, c'est ce qui a été inscrit, voté dans notre programme d'intervention comme limite technique assez ambitieuse pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Voilà. Mais effectivement, c'est une règle. Alors, c'est là où je vais faire un petit focus tout à l'heure là-dessus. Mais tous les projets qui seront présentés à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est dans nos critères d'éligibilité pour nos aides. Il va falloir que chaque projet présente une note hydraulique avec tout un tas de documents. Mais notamment, l'idée, c'est pas qu'on puisse aider des projets qui font des nœuds ou des parcs impériales sans comprendre comment ça va fonctionner. Nous, on a besoin d'avoir les informations qui nous montrent bah, comment ça a été réfléchi, comment ça fonctionne et est-ce que ce critère technique est respecté, oui ou non. Parce que nous, derrière, enfin, nous, on va délivrer des aides, c'est de l'argent public. Donc nous, on se fixe aussi une certaine exigence, une certaine sécurité sur l'utilisation de cet argent public. Donc l'idée, c'est pas de prendre tous les projets, mais de fixer une certaine ambition dans ceux qui vont être retenus aux aides de l'agence de l'eau. On avait une demande de précision quand tu parles de 35 mètres carrés. C'est des espaces On- végétalisés, c'est des toitures, c'est de Ouais, l'espace libre. alors ça va être à l'échelle d'un projet, hein. Quand on a un projet avec des solutions mixtes, etc., nous, c'est à l'échelle du projet, il faut montrer que toutes les surfaces déconnectées, fois 35 litres, l'ensemble des ouvrages au global peuvent stocker avant infiltration ce volume. C'est à Ok, l'échelle du projet et pas à l'échelle de l'ouvrage. très bien. Sinon, Merci beaucoup, Valentin. Je vais te laisser maintenant présenter un petit peu la fiche action. On a en parallèle des questions sur voilà, la procédure, des exemples, notamment à des communes, comment aller, quelle est la procédure quand on veut notamment soutenir les particuliers, comment on calcule le temps d'urgence des projets, etc., etc. Mais du coup, je pense que tu vas pouvoir en parler ouais, en décrivant un peu comment ça, le fonctionnement pour les demandes par rapport à la fiche action. tout à fait. Hop. Alors, la fiche action qui s'appelle PLU1. Donc, vous retrouverez page 118 de notre programme d'intervention. L'objectif, c'est le déraccordement des eaux pluviales des réseaux de collecte pour l'infiltration dans les sols le plus près de leur point de chute, sur des aménagements non dédiés uniquement à l'eau, de préférence végétalisée. Petit rappel des principes de base qu'on a déjà évoqués, donc les bénéficiaires publics-privés, avec une particularité sur le privé, parce qu'on rentre dans un encadrement européen des aides publiques. Des projets neufs peuvent être accompagnés. Alors, là, je ne vais pas préciser sur tout type de projet. Nous, ce qu'on va aider, c'est les ouvrages de gestion intégrée des eaux pluviales. Voilà, dans des projets neufs, dans des projets de nouveaux quartiers, nouveaux bâtiments, etc. Nous, finalement, on aidera une partie, la partie gestion des eaux pluviales. Donc, des projets neufs, on peut accompagner, mais toujours dans la logique de déraccordement. Il faut bien avoir cette logique-là en tête, parce qu'on a encore, enfin, on a des sollicitations pour des projets neufs, des nouvelles, mais une nouvelle urbanisation sur ce qui était avant des champs, finalement. Donc, on n'est pas dans la logique de déraccorder un site. On- on- Effectivement, c'est une parcelle, un champ qui va être urbanisé. La gestion intégrée, la gestion de l'eau pluviale se fait de manière différente. Ok, très bien, c'est une démarche vertueuse en soi. On ne pose pas de tuyaux, on fait de l'infiltration. Mais nous, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas aider. On pourra aider uniquement si on est dans cette logique de déraccordement d'un site existant. Euh, Avec une certaine souplesse, on peut avoir parfois des projets qui se font sur une friche, enfin sur un site qui est en friche depuis un certain temps. Bon, si le site était effectivement avant, c'était je sais pas, un site, une usine, un entrepôt, etc., mais qui est démoli depuis un certain temps, on pourra quand même accompagner le futur projet qui présente des solutions de gestion alternatives sur le pillage. Donc, solutions de pleine terre végétalisées qui sont privilégiées, je vous en parlerai après. Un coût minimum de projet fixé à 10 000 euros hors taxe pour les travaux. Et un petit point de vigilance aussi sur le démarrage des opérations, que ce soit les études ou les travaux. Bien
être assuré d'avoir dans le processus de demande d'aide auprès de l'agence de l'eau, à un moment donné, vous allez recevoir notre autorisation de démarrage, euh, et dans nos règles générales toujours, tout projet ne doit pas être commencé, donc les travaux ne doivent pas être notifiés ou un bureau d'études pour une étude ne doit pas être pareil notifié avant que le maître d'ouvrage ait notre autorisation de démarrage. C'est une règle assez simple à respecter et administrativement qui n'impose pas grand-chose. Il faut juste que la demande d'aide soit déposée auprès de l'agence de l'eau. Une fois que votre demande d'aide est déposée, vous recevez automatiquement. En plus, on a changé d'outil là depuis janvier dernier. Maintenant, dès que vous déposez votre demande d'aide et que vous validez que votre demande est complète et que vous la validez, vous recevez un accusé de réception qui vaut autorisation de démarrage. Donc nous, en tant qu'instructeur de notre côté, on n'a plus rien à faire. C'est totalement automatique. Et donc, pour les maîtres d'ouvrage, assez simple de s'assurer d'avoir cette autorisation de démarrage. Malheureusement, c'est encore des choses qu'on voit, des projets qui débutent. On a la sollicitation des aides publiques après que les travaux aient commencé ou que les études aient commencé. Et ça, c'est contraire à nos règles générales. Soit on s'en rend compte au début, du coup, il n'y a pas d'aide. Parfois, ça arrive encore, on se rend compte à la fin, parce qu'à la fin, on fait un peu le point financier sur le dossier, etc. Et on se rend compte que des travaux ont commencé avant cette autorisation de démarrage. Et là, simplement, on demande le remboursement de l'aide, parce que c'est contraire à nos règles générales. Donc, vigilance sur ce point-là. Bien vous assurer que, mais c'est pareil pour toute aide publique, hein, que la structure vous autorise à démarrer les travaux, l'étude, avant de notifier quoi que ce soit. Donc maintenant, sur les aides qu'on va pouvoir donner sur la gestion intégrée des pluviales, donc il y a trois catégories. Euh, on va voir les études. Alors là, je ne vais pas parler d'études de conception d'un projet, etc. C'est plus des études assez stratégiques. On a deux typologies d'études, les études de zonage et les schémas directeurs. Donc le zonage, les études de zonage de gestion des eaux sur la gestion des eaux pluviales, avec l'objectif bien sûr d'inscrire dans les règles d'urbanisme la gestion à la parcelle, euh, et que cette gestion à la parcelle soit clairement, c'est pas juste un souhait, c'est que ce soit clairement établi que maintenant la règle, c'est la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Le schéma directeur, pareil, qui va donner plutôt une direction avec un plan d'investissement sur des travaux. Pareil, ce schéma directeur, s'il est fait dans le sens où la collectivité souhaite aller vers une gestion intégrée des eaux pluviales, c'est des choses qu'on va pouvoir aider. Donc, ces deux études stratégiques, on les aidera à un taux de 50% d'aide. Et ces aides peuvent être bonifiées de 10% si la collectivité, la commune, se trouve dans le zonage France FRR, dont j'ai présenté rapidement tout à l'heure. Euh, et donc, pour ces aides-là, pour les études, on peut avoir jusqu'à 60% d'aide sur ces territoires. Pour les travaux maintenant, donc comme vous l'avez bien compris, on fait la différence entre des solutions de pleine terre et des solutions qui ne sont pas des solutions de pleine terre. Euh, pour les solutions de pleine terre, donc on va retrouver les nouvelles illustrations. J'ai dit on va intégrer aussi la toiture végétalisée et on intègre également parfois il y a des noues qui sont entre guillemets optimisées avec une tranchée infiltrante en dessous. Pourquoi pas, nous, ça reste dans la catégorie des solutions de pleine terre. Donc ces travaux-là, ces solutions techniques-là, sur des projets de gestion intégrée OPL, c'est des choses qu'on pourra aider à 50% sur ces opérations-là, plus 10% dans les communes qui sont dans le zonage FRR, donc jusqu'à 60%. Bien sûr, ça inclut le coût des travaux et la maîtrise d'œuvre qui est nécessaire là-dessus, les études de conception, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on prend également dans notre instruction de l'aide. Chose importante, pour tous travaux à l'agence de l'eau, on applique des coûts plafonds qu'on ne dépassera pas. Pour la gestion intégrée des eaux pluviales, ce coût plafond est fixé à 60 € du mètre carré déconnecté. Donc vous avez un projet,
de 10 000 mètres carrés. Vous dites, voilà, bon, finalement, l'intégralité du projet va être déconnectée. Donc, vous pouvez facilement, si vous cherchez une idée de l'enveloppe financière que l'agence pourrait attribuer en amont dans la réflexion du projet, appliquer ce couple-à-fond par rapport à la surface déconnectée, ça vous donnera une enveloppe qu'on ne dépassera pas. Sachant que pour les aides, pour la majorité des aides, mais pour les aides de l'agence de l'eau, il y a plusieurs étapes dans l'instruction de l'aide. On va définir un montant éligible. Donc, c'est là où on a le coût de travaux, maîtrise d'œuvre et le couple-à-fond. Si le montant éligible, donc relatif à la gestion intégrée des eaux pluviales, ne dépasse pas ce couple-à-fond, bah, très bien, on retient ce montant réel de travaux. S'il dépasse, nous, on s'arrêtera à notre couple-à-fond. Dans les deux cas, une fois que ce montant est défini, on applique le taux d'aide sur ce montant-là et ça vous donne un montant d'aide derrière. Voilà, c'est le principe de base des aides pour l'agence de l'eau. Deuxième catégorie de travaux, c'est ce qu'on a appelé autres travaux visant la filtration des eaux pluviales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des solutions très techniques. D'ailleurs, j'ai même pas remis le parking perméable, mais les parkings, les pavés joints de gazon, etc., sont dedans. On va voir tout ce qui est bah si, en plus, vous avez sur l'illustration de gauche une couche d'enrobé poreux avec en dessous une structure réservoir. Dans les deux cas, ce sont des solutions très techniques. Alors, ça reste des solutions de gestion intégrée des eaux pluviales, mais qui ont, pour l'agence de l'eau, pas de co-bénéfice par rapport à des solutions végétalisées. Co-bénéfice, biodiversité, lutte contre les îlots de chaleur, etc. Donc, c'est des éléments qu'on va pouvoir accompagner, mais à notre taux de base de 25%, toujours bonifié de 10 points pour les communes ou les collectivités qui sont situées dans le zonage FRR, avec la même logique, le coût des travaux et de la maîtrise d'œuvre et un couple à fond à 60 euros du mètre carré déconnecté. On en a parlé, un petit focus sur un critère d'éligibilité, la note hydraulique, qui sera nécessaire de fournir. De toute façon, la plateforme de demande d'aide, vous ne pourrez pas déposer une demande de subvention si vous n'avez pas cette note hydraulique. C'est un document qu'on vous demandera, euh, dans lequel on va retrouver certains points, donc plan de nivellement avant, après travaux, alors la circulation de l'eau, donc comment l'eau va ruisseler et où va-t-elle aboutir, dans quel ouvrage cette eau va-t-elle aboutir? L'idée, c'est de découper les projets en petits sous-bassins versants et de bien comprendre comment tout le système fonctionne. Donc, les surfaces déconnectées, bien sûr, le dimensionnement et les plans de coupe des aménagements d'infiltration, d'une doue, d'une structure réservoir, etc. La question du trop-plein. Effectivement, des projets. Alors, on a certains projets où il y a pas trop plein, ils sont assez rares quand même. Il y a toujours plus ou moins trop plein. En fait, c'est partir du principe que dans un projet, enfin, il faut toujours penser à l'événement exceptionnel, la pluie exceptionnelle qui va saturer votre système de gestion intégré des eaux pluviales. Alors, soit vous avez un espace énorme, et vous avez un espace qui peut être un peu, euh, entre guillemets, un peu sous l'eau pendant un temps, le temps que la grosse pluie se passe, mais c'est rarement le cas. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand il y a un orage exceptionnel qui passe au-dessus du site et les noues, les chaussées, les chaussées réservoirs, etc., ne peuvent pas tout gérer. Il faut penser au trop-plein. Classiquement, par exemple, classiquement, ce qui peut se faire, c'est que vu qu'on est dans une logique de déconnexion, avant le site était connecté à un réseau d'eau pluviale. Donc, la solution assez simple qu'on rencontre dans la plupart des projets, c'est de prévoir un trop-plein dans le réseau existant que la plupart des porte-projets n'enlèvent pas, parce que c'est un coût assez important. Donc, ils le laissent en place, et l'idée, c'est de le ressolliciter, mais vraiment pour ces éléments, ces événements exceptionnels. Donc, finalement, le réseau de pluvial existant qui est en place sera très, très, très peu utilisé. Juste, il est là en sécurité.
Dans l'idée, bien sûr, dans ces événements exceptionnels, si votre système est saturé, il y a forcément un moment où ça va déborder, que ça n'aille pas inonder le particulier, l'entreprise qui est en dessous. Et s'éviter, bien sûr, tout un tas d'autres problèmes. Voilà. Donc là, le trop-plein, c'est quelque chose, si on le voit dans les documents, dans la note théorique, ok, très bien, mais si on ne le voit pas apparaître, c'est une question qu'on posera. Euh, Quelle est la réflexion sur le trop-plein? Qui peut être le réseau ou qui peut être espace naturel. Euh, alors bien sûr, c'est pas l'objectif, c'est pas d'envoyer des à-coups hydrauliques dans cet espace-là, mais de manière plus ou moins diffuse. Voilà. Mais de penser au chemin de l'eau, une fois que le système est saturé sur un événement exceptionnel, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact d'un débordement, etc. Mais c'est une question que vous pouvez aussi vous poser quand vous posez du réseau. Le réseau, il a certaines dimensions, quand il déborde, etc. Où est-ce que ça va, etc. Bref. Voilà pour la question du trop-plein. Et je reviens sur cette règle des 35 litres par mètre carré. Donc, à l'échelle du projet, il faut que la note hydraulique nous montre que, effectivement, les ouvrages dans leur ensemble peuvent stocker 35 litres fois le nombre de mètres carrés qui sont déconnectés. Ça vous donne un volume à gérer sur place. Et donc, nous, c'est notre ambition pour les projets, pour être aidés par l'Agence de l'eau de la Bretagne. Les particuliers. Donc, pareil, la déconnexion chez les particuliers sont des éléments éligibles. Peu importe la technique qui est utilisée chez les particuliers, chaque cas est différent. On a un cadre administratif un peu spécial qui s'appelle la convention de mandat. En gros, on signe un document, un cadre administratif avec la collectivité, avec le maître d'ouvrage qui est compétent en matière de gestion des eaux pluviales. L'idée, c'est qu'on donne les subventions à la collectivité qui reverse aux particuliers. On peut accompagner cette démarche-là à 50% avec un coût plafond. Alors, c'est 9 350 euros par branchement déconnecté. Donc, on est toujours dans cette logique de déconnexion. Et il y a deux volets, il y a les travaux. On n'accepte pas les 9 350 euros fois 5 fois le taux d'aide de 50%, je précise, par particulier. Et il y a aussi une enveloppe forfaitaire de 600 euros pour la collectivité, pour l'animation, parce que c'est des démarches assez chronophages où la collectivité va missionner des agents pour aller faire du porte-à-porte et essayer est-ce qu'il y a un maximum de particuliers qui se déconnectent et qui gèrent le pluie sur leur parcelle. Voilà. Donc, effectivement, il y a des aides pour les particuliers sur ce volet-là. Alors, on n'aidera pas, nous, sur des programmations comme ça, mais ça, on voit avec les collectivités, mais on aidera des programmes assez larges, avec une ambition assez forte d'aller déconnecter des quartiers entiers ou à l'échelle d'une ville, etc. Mais on n'ira pas faire du déraccordement ponctuel à droite à gauche, un dossier pour 3 déraccordements, etc. Non, on demandera à ce que les collectivités présentent et mettent les moyens pour des opérations de déconnexion chez les particuliers assez conséquentes. Et enfin, un dernier volet sur la communication, sensibilisation, animation. Euh, on peut aussi aider ces aspects-là, bien sûr relatifs à la gestion intégrée des eaux pluviales, soit sur une prestation pardon, externe ou un coût interne dans une collectivité. On subventionne quelques ETP au sein des collectivités sur des postes qui sont là pour monter en compétence sur la gestion intégrée des eaux pluviales euh, et pour que la collectivité puisse, voilà, parce qu'il y a des compétences qui sont encore assez récentes hein, au sein de certains EPCI notamment. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir qu'ils puissent monter en compétence, accompagner cette démarche-là sur plusieurs années. Et voilà, on a aussi cette possibilité de subventionner tout ce volet animation, que ce soit en externe ou en interne, à 50% toujours. Voilà pour le panorama des aides sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Je voulais faire un dernier focus un peu plus administratif sur comment déposer une demande d'aide à l'agence de l'eau. Donc, on a un nouvel outil depuis janvier dernier qui s'appelle Rivage. Avant, on passait par la plateforme Démarche Simplifiée, ce qui n'est plus le cas parce que les 6 agences de l'eau à l'échelle nationale
sont dans un processus de mutualisation des outils. Dans ce cadre-là, on a changé d'outil. Maintenant, on a l'outil Rivage. Alors, je vous ai mis quelques liens utiles dans la présentation qui vous sera diffusée après cette matinée d'échange où vous avez un premier lien sur les généralités. L'outil nécessite la création d'un compte qui ne demande pas beaucoup de temps, c'est juste créer un compte sur l'outil. Il y a ensuite, pour des raisons de sécurité, vous avez un mot de passe temporaire qui vous est envoyé par voie postale. Donc, pas se tromper sur l'adresse postale. Une fois que vous avez ce mot de passe, vous pouvez vous connecter, échanger, mettre un mot de passe un peu plus personnel, on va dire. Et après, vous avez la possibilité de déposer votre demande d'aide sur la plateforme. Et je vous ai mis différents liens dans lesquels vous pouvez retrouver notamment des guides d'utilisation des différentes phases côté maître d'ouvrage pour déposer cette demande d'aide. Bien sûr, les services des délégations des agences de l'eau sont à votre disposition si vous rencontrez des difficultés. Mais voilà, je vous ai mis différents liens utiles qui vous accompagneront dans le dépôt de votre demande d'aide sous cet outil Rivage. Un dernier point, juste d'un point de vue découpage des différentes délégations de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc moi, je suis situé à la délégation armorique et je suis instructeur sur toute la région Bretagne et j'ai des homologues. Alors sur des organisations un peu différentes, ça dépend des sites, mais vous allez avoir des personnes qui vont instruire également des instructeurs sur la délégation Maine-Loire-Océan, qui ont deux sites, un à Nantes et un au Mans, et après plus largement sur la délégation Poitou, Limousin, Centre-Loire et Allier-Rame. Voilà, pour dire qu'on a des instructeurs présents partout sur le bassin. Et vous avez les mêmes interlocuteurs, que ce soit en Normandie ou plus au sud, sur le territoire de la Joselo à Lourdes-Garonne, mais bien sûr avec des programmes d'intervention différents. Voilà. Donc vous avez les coordonnées de chaque délégation, n'hésitez pas à les contacter pour recevoir des informations sur qui pourrait vous accompagner en termes d'instruction sur différents projets. Voilà, Rosalie est terminée. Merci beaucoup, Valentin. Je précise pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route que vous allez recevoir après ce webinaire, vous allez recevoir un lien avec un questionnaire de satisfaction, mais aussi avec un, un lien pour télécharger donc les présentations, la présentation de Valentin et celle de Redagio, et la vidéo replay du webinaire de ce matin. On a Pas mal. pas mal de questions dans le clavardage. On a des questions qui se recoupent. Notamment, tu parlais tout à l'heure de l'instruction, voilà, qui effectivement, tant qu'il n'y a pas le feu vert, en fait, il ne faut pas démarrer les travaux. Et on a une question sur, bah, du coup, le temps nécessaire à l'instruction des projets. Quel est le temps moyen d'instruction d'un petit dossier aussi? Voilà. Alors, l'instruction des dossiers, c'est assez fluide. On a juste, nous, en instruction, en fait, on a des instances de validation de décision. On en a deux types. En fonction des montants d'aide qui sont attribués, pour les projets qui sont inférieurs à 150 000 euros d'aide, on a des décisions directeurs tous les mois. Donc, c'est quelque chose d'assez suffit. Pour les dossiers supérieurs à 150 000 euros d'aide, toujours, on a quatre instances dans l'année. Donc, c'est des temps de décision un peu plus longs. Mais néanmoins, ça nous assure au global une certaine fluidité dans la gestion des dossiers. Voilà, que ce soit des petits ou des gros, en fait, c'est par rapport si les dossiers sont prêts, on les passe, et en fonction des montants, effectivement, après, nous, en interne, bien sûr, on a des dates limites de validation, d'instruction, etc. Euh, mais en soi, le processus est globalement assez fluide. J'essaye de faire des catégories de questions, mais on en a beaucoup. Ouais, ouais, je vois ça. Alors, des questions par rapport au particulier. Le particulier peut, donc, est-ce qu'il peut ou ne peut pas être porteur du projet? Hmm. Pour les particuliers, toujours, l'AGF doit être en pleine terre ou une gestion avec des structures enterrées est-elle possible? Et enfin, donc, via la convention de mandat, est-ce qu'on parle bien d'un double plafonnement, 50% de 9 350 euros? C'est trois questions sur les dispositifs d'aide aux particuliers. Alors, le particulier ne peut pas porter lui-même, ne peut pas solliciter l'agence de l'eau en son nom.
comme j'ai dit, l'Agence de l'eau de la Bretagne ne peut pas donner d'aide aux particuliers. C'est, on on est dans la thématique la gestion de l'eau pluviale. L'Agence de l'eau donnera des subventions à la structure qui est compétente. Là, on est euh, sur la question des particuliers. La structure qui est compétente, c'est la commune, la collectivité qui gère l'eau pluviale. Et donc, on passera par cette collectivité-là. On créera ce cadre administratif et on donne en gros l'argent de subvention à la collectivité qui reverse aux particuliers. Concernant les particuliers, les solutions qui peuvent être envisagées, alors nous, on préconisera toujours de toute façon la solution de pleine terre en priorité. Euh, Parce que enfin, déjà, c'est généralement, alors tout dépend, mais chez les particuliers, la plupart des communes, on a quand même des surfaces de jardin qui peuvent être assez conséquentes. Donc, la déconnexion se fait de manière assez simple et peu coûteuse. Je crois pas que, enfin moi, à ma connaissance, j'ai pas encore rencontré. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations de déraccordement énormes, en tout cas pour lesquelles on a été sollicité. Mais faire de la déconnexion sur alors mettre des pavés joints gazon ou des structures réservoirs sous un parking devant la maison, c'est des choses effectivement qui peuvent être envisagées, mais on restera dans l'enveloppe financière par particulier de 9 350 euros. Je vais remettre ça, tac. 9 350 euros aidés à 50%. Aidés à 50%, donc 4 675 euros d'aide max. Ça reste assez limité par particulier en termes d'aide, hein. Il restera une part d'investissement pour particuliers assez conséquente. C'est pour ça que nous, on privilégie la solution végétale simple à déraccorder. Ça peut être tout simplement couper la gouttière et la mettre dans le jardin. Euh, Après, donc ça, c'est le max nous, on pourra par particulier. Après, la collectivité peut aussi développer une politique d'aide et compléter ce financement, mais ça, c'est la volonté et charge de chaque collectivité. Voilà. Nous, on a une enveloppe budgétaire par particulier quand même qui est relativement limitée. Et donc, la question par rapport à la convention de mandat sur le double plafonnement, 50% de 9 350 Alors, euros. oui, double plafonnement, non, en fait, il y a un coup plafond, 9 350 euros d'aide par branchement, par particulier, en gros, qu'on aide à 50%. En fait, c'est comme toute subvention publique, vous avez un montant éligible ou sur lequel on applique un taux d'aide, ça vous donne un montant d'aide. Là, pour les particuliers, c'est un peu particulier, on va dire. C'est qu'on a un coup plafond de 1 350 euros. C'est un coup plafond qu'on ne dépassera pas. Si dans les réels, par contre, effectivement, les travaux coûtent moins cher, bah, ce sera, mettons, c'est 3 000 euros, bah, ce sera 3 000 euros fois 50%. Voilà, il n'y a pas de plafond, il y a un seul coup plafond pour les travaux. Ok, très bien. On a deux petites questions que je vais mettre ensemble sur des. Alors, pouvez-vous donner des exemples de subventions attribuées à des communes? Et on a aussi une question qui dit avez-vous conscience que ça peut être un parcours du combattant pour une petite commune de faire appel à une subvention de l'agence? Le fait que Alors les pour les dossiers communes, soient assez complexes. pour les communes, on a aidé des communes sur des végétalisations, mais du coup qui intégraient une gestion des eaux pluviales de centre-bourg. Ça peut être aussi un axe principal d'une route qui traverse ou qui arrive dans la commune, avec une gestion des eaux pluviales, pareil, par infiltration, des espaces verts créés, une cour d'école. Globalement, c'est un peu les typologies de dossiers qu'on a pu aider, avec certaines communes qui présentaient des dossiers très ambitieux. Euh, le parcours du combattant, alors je peux comprendre qu'effectivement, pour une petite commune qui a la compétence, ça peut paraître quelque chose d'assez conséquent. Euh, Nous, on est là pour accompagner les communes s'il y a enfin, s'il y a besoin d'avoir de conseils d'avis techniques sur les projets. On peut éventuellement être disponible. Après, on vous invitera effectivement à vous aussi vous entourer de bureaux d'études qui vous permettent de définir et de dimensionner votre projet
pour que ça puisse bénéficier des aides de l'agence de l'eau. Donc, il y a des solutions qui existent euh, pour des communes, parce qu'on en a subventionné des projets sur des petites communes, sans que ça soit non plus un parcours du combattant. C'est pas le but. On essaye en tout cas. Je Voilà. reviens juste, il y a une petite question par rapport au particulier, puis après je passerai aux autres questions. Est-ce que le porteur du projet du particulier peut être une société en charge du projet de dévoiement des eaux pluviales et de la mise en place d'un espace végétalisé grâce à ce dévoiement? Alors, pour les... Alors là, les aides pour les particuliers, c'est dans le cas où vous avez une politique de déraccordement chez les particuliers sans forcément qu'il y ait de projet de dévoiement de réseau dans la rue principale, enfin dans la rue qui passe devant le particulier. On est vraiment sur le déraccordement particulier. Après, ensuite, si vous avez un projet, vous faites des travaux sur le réseau. Donc vous ouvrez la route, etc. Et que au passage, du coup, vous ouvrez la route, vous allez la refaire. Au passage, vous dites, bah, le pluvial, on va le faire différemment, on va le faire en infiltration, en laissant plus de place à l'espace vert de chaque côté, etc. Oui, c'est des choses qu'on pourra aider, mais alors là, c'est plus dans le cadre particulier, c'est dans un projet de végétalisation et de déconnexion d'un axe routier classique. On peut voir ça, par exemple, si vous avez un réseau unitaire, vous voulez séparer l'eau pluviale des eaux usées, mais l'eau pluviale, on ne va pas poser de réseau, on va faire ça en infiltration. Voilà. Là, on est dans un projet classique, avec des travaux qu'on aidera. Alors, c'est des solutions vertes à 50%, c'est d'autres solutions à 25%. Mais on sort du cadre aide aux particuliers, convention de mandat, etc. Non. Le cadre des aides chez les particuliers, c'est uniquement si on va faire du déraccordement sans qu'il y ait de travaux sur la partie publique, en fait. C'est vraiment juste aller voir les gens. On a une politique sur la gestion des eaux pluviales, on va faire différemment. On explique que la gestion intégrée des eaux pluviales, la faisabilité avec des surfaces de jardin, etc., importantes, etc., les solutions qui peuvent être mises en place, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, et voilà, d'avoir cette politique à l'échelle d'une commune ou d'une plus grosse collectivité. Voilà, deux cas différents. Mais dans les deux cas, Euh, c'est aidable. Très bien. On a des questions plus sur les sites ou les projets industriels. Alors, est-il possible d'aider des projets industriels comprenant un volet de désimperméabilisation dans le cadre d'un appel à projet de la maîtrise d'ouvrage avec une mission unique conception-réalisation, avec une précision, par exemple, dans le cadre de projets concours proposés par une équipe de maîtrise d'œuvre avec une entreprise TP, VRD, des bureaux d'études. La conception-réalisation ne permettant pas de dissocier la véritable phase d'étude avant la signature du marché. Euh, la volet des appellations qu'on appelle le projet. Peu importe si vous avez la phase conception-réalisation, ça va pas diviser en phase de marché. Oui, c'est possible de toute façon d'aider sur un site, un projet industriel, si on est dans la logique de la déconnexion. S'il y a une phase conception-réalisation, alors soit on est sollicité pour cette phase-là, alors là c'est sur un découpage de marché un peu particulier. Euh, à voir, mais oui, oui, c'est possible. Soit on prend la phase conception-réalisation, alors avant le projet global, l'appel à projet, là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez spécifique. Euh, mais sinon, pour tous travaux, toute sollicitation pour les travaux, on prend les phases de conception matière rétroactive. Hein, si on est dans le cadre juste pour une étude, nous, la date qui fait foi qui doit être respectée pour l'autorisation de démarrage, c'est la date de démarrage de l'étude. Si on est sollicité pour des travaux, c'est la date de début des travaux. Toutes les études de conception qui ont été faites avant, on les prend, sans prendre en compte à quelle date elles ont commencé. Et une question plus méthode. Comment calculer le temps de vidange des projets? Méthode des prix pour le volume à gérer ou 35 litres par mètre carré d'ouvrage infiltrant. Pas de méthode particulière préconisée, hein. L'idée, encore une fois, c'est de montrer que le projet puisse stocker avant infiltration 35 litres fois la surface qui est déconnectée. Ok. Et comment Mais pas de calculer le temps méthode de vidange? particulière. Pas de méthode particulière pour le calcul. Les études du potentiel de déconnexion à l'échelle d'une zone industrielle peuvent-ils être subventionnées? Dans le cas où les études sont subventionnées, peut-on solliciter une aide pour la réalisation des travaux en phase de travaux? Oui, oui,
Bien sûr. Alors, les études de potentiel de déconnexion, oui, on peut les subventionner à l'échelle d'un site industriel, bien sûr. Et ensuite, une fois que cette étude de potentiel de déconnexion indique qu'effectivement, là, c'est simple de déconnecter, là, c'est moins simple, ça donne une idée, une programmation de travaux. Et vous pouvez également nous solliciter sur la phase travaux. On est un peu dans le principe, on fait un schéma directeur et on fait après un programme de travaux. Eh ben, vous pouvez solliciter l'agence de l'eau sur les différentes phases, il n'y a pas de souci. Pour les subventions relatives aux sensibilisations et animations, est-ce que les formations avec l'OIO, le GRE ou l'AST, etc., sont comprises? Alors, on n'aidera pas une structure qui cherche des financements pour aller faire une formation auprès de l'OIO, GREST, etc. Les subventions sur l'animation, c'est à l'échelle d'un territoire. Soit vous avez deux cas, soit vous recrutez quelqu'un en interne pour faire de l'animation, de la sensibilisation à l'échelle d'un territoire, avec, je sais pas, l'organisation de réunions, la rédaction de documents support à destination de ce territoire, ou soit vous prenez un prestataire externe qui a qui a cette mission-là. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous, on pourra accompagner ce volet communication, animation. Sur tout ce qui est formation, de façon générale, c'est un sujet de Noir et d'Acheux, c'est des sujets qui nous intéressent et on aimerait pouvoir déployer des modules de formation aussi. Donc restez connectés, ça va pas se faire tout de suite, mais bientôt. On a une question tout simple. Quels sont en fait, les changements entre l'ancienne et la nouvelle aide de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur la gestion intégrée des eaux pluviales, au final? Alors, au final, en fait, dans le précédent programme, la gestion intégrée des eaux pluviales était subventionnable, mais dans des conditions très contraintes où il fallait prouver que le réseau d'eau pluviale en question euh, posait des problèmes, d'un point de vue qualité ou d'un point de vue quantitatif. Qualitatif, le cas qu'on rencontrait le plus souvent, c'est un réseau d'eau pluviale qui présente une pollution bactériologique parce qu'il y a des mauvais branchements en amont, etc., et qui vient dégrader certains sites sensibles, typiquement des sites de baignade. Donc on était sur des projets enfin, axés beaucoup sur des collectivités, des communes qui sont sur le littoral, enfin principalement ces communes-là. Ou alors le deuxième aspect, au-delà de la qualité, c'est le quantitatif, c'est de dire voilà, montrez-nous que votre réseau d'eau pluviale, quand il pleut, bah, il y a des couches, des à-coups hydrauliques qui arrivent au cours d'eau et qui dégradent la morphologie du cours d'eau, qui met beaucoup de matière en suspension dans le cours d'eau et qui du coup dégrade, impacte la biodiversité de ce cours d'eau-là. Si c'était le cas, on pouvait aider, mais c'était pas sans difficulté par rapport au maître d'ouvrage de prouver ces éléments-là, parce que le réseau d'eau pluviale, c'est les réseaux d'assainissement, il y a de la métrologie, etc. On arrive à voir maintenant, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, euh, les points, les, les points bloquants. Sur le pluvial, c'est moins vrai et moins évident. Donc finalement, on était assez, on limitait assez nos aides. 2020, après 2023-2024, on a eu 2 années d'appel à projet à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui ont permis, avec des modalités un peu plus larges, et pour essayer de comprendre la dynamique sur la gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle du bassin. Et on voit que la dynamique a été assez forte, on a été assez sollicité. Donc dans la construction du programme actuel, on a dit, OK, on, on enlève les aspects impact. Enfin, c'est plus un critère d'éligibilité pour les impacts qualitatifs quantitatifs, mais par contre, on se fixe une ambition. L'idée, c'est pas de prendre tous les projets, c'est d'avoir une certaine ambition dans les projets qui nous sont présentés, toujours dans la logique de déraccordement, avec la, la mise en avant des solutions végétales dans le cadre de, parce que ça reste une solution d'adaptation au changement climatique, et dans l'objectif de reconquête de biodiversité, lutte contre les îlots de chaleur urbains. On a une Voilà la question. différence. Ouais. Pardon. Je t'en prie. On a une question assez précise. Alors, je lis. Circulation de l'eau, peut-on utiliser les cartes de GMVA relatives à ce sujet? Ah, pour les gens qui ne connaissent pas, GMVA, c'est Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Et en fait, cette carte, c'est le nouvel atlas, donc de l'agglomération de Vannes, gestion des eaux pluviales pour l'intégration des obligations dans les PLU. Donc, est-ce que ce nouvel atlas est subventionnable?
Est-ce que, alors moi, ce que j'ai compris de la question, c'est les cartes de cet atlas peuvent-elles être utilisées? Voilà, circulation de l'eau. Alors, C'est pas gestion forcément très de- clair pour moi, mais peut-être que pour toi, ça le sera. Ouais, non, pas plus. Atlas sur la gestion des eaux pluviales pour intégration des obligations dans les PLU. Euh, alors, de manière générale, si une collectivité, de toute manière, a des éléments factuels sur alors je sais que le GMVA est pas mal en avance sur le sujet et intègre des éléments petit à petit dans ses documents d'urbanisme, des règles. Effectivement, ce sont des choses qui doivent être appliquées derrière. Euh, je reprendrai Et contact avec la GMVA précision pour de la préciser question, pour lesquels. c'est utiliser ces cartes pour monter le dossier d'aide, en fait, comme un élément, et Ah puis oui, la oui, oui, ça demande, peut être voilà, effectivement, oui, ça peut être des éléments de contexte, bien sûr. Tout à fait, oui, oui. Pardon. très bien. Euh, une question sur le niveau d'exigence. Quand on parle de déconnexion, on parle de quelle occurrence de pluie? Est-ce que c'est jusqu'à la centenale? Ça peut, ça peut être jusqu'à la centenale, si le projet, enfin, si techniquement c'est possible, pourquoi pas. En fait, l'idée de 35 litres par mètre carré, c'est entre guillemets, on va dire, ça va être l'équivalent d'une pluie décennale, quoi, sur vos projets. Mais si ça peut gérer plus, tant mieux. D'un point de vue gestion des eaux pluviales, vous aurez sur le long terme vous rencontrerez moins de problématiques par rapport à la gestion des eaux pluviales, plus votre projet sera possible. Très bien. Et puis, on a encore deux dernières questions, mais qui sont assez générales. On parlait de la formation tout à l'heure. C'est quelqu'un qui demande qu'est-ce que sont que les échelles d'eau et les jardins de pluie. Alors, si tu veux répondre avec tes mots, et puis sinon, on pourra proposer un certain nombre de ressources où il est possible d'avoir la réponse à ces questions. Alors, jardin de pluie, je pense que ça fait écho à ce qui est présenté, ce qu'il y a en présentation. C'est tout simplement un espace vert planté qui va accueillir l'eau pluviale quand il pleut. Mais généralement, c'est des espaces des espaces dédiés, des espaces de jardin plantés qui sont dédiés à la gestion des eaux pluviales. Quand il pleut, ça va aller arroser, s'infiltrer dans ces espaces-là. Et quand il pleut beaucoup, c'est des espaces qui peuvent être éventuellement un peu, les végétaux peuvent avoir un peu les pieds dans l'eau pendant un temps. Voilà, ce qu'on appelle un jardin de pluie, tout simplement. C'est voilà, c'est vraiment un jardin qui accueille l'eau pluviale. Ça me permet juste de faire une petite parenthèse sur les solutions vertes. Euh, une solution verte qui sera plantée sera toujours sur le long terme plus efficace peut-être une simple noue dans un enherbé, etc. Un espace planté va avoir un système racinaire qui va se développer, qui va avec le temps optimiser l'infiltration de l'eau de pluie. Voilà. Donc l'aspect végétalisation sur des projets, c'est quelque chose de plantation, végétalisation, c'est des choses qu'on intègre dans nos coûts éligibles. Et c'est vrai qu'un espace vert qui a vocation à gérer l'eau pluviale, s'il peut être éventuellement planté, et on sait que sur le long terme, il y aura des bénéfices par rapport à cet aspect-là, on prendra en compte dans nos montants éligibles. Alors bien sûr, ça pose d'autres questions de gestion des espaces verts, etc. Bien évidemment. En tout cas, effectivement, plus il y aura de plantations, entre guillemets, mieux ce sera. Après, sur les échelles d'eau, je t'avoue que je suis un peu court. Les échelles d'eau, ça fait quoi là je sèche sur l'instant. Moi, je suis pas technicienne, mais ce que je comprends des échelles d'eau, ce sont des petites cases en fait posées dans les espaces verts, et l'idée c'est de retenir en fait l'écoulement de l'eau, enfin le ruissellement, pour qu'elle puisse rester autant que possible, et puis voilà, que ce soit très Ah, ralenti, qu'elle puisse s'infiltrer. d'accord, c'est les casiers sous terre qui retiennent euh, euh, et qui stockent de manière générale. Alors, les échelles d'eau, ouais, alors, je vois, ah oui, d'accord, oui, je vois à peu près ce que c'est. Effectivement, alors ça peut être des solutions qui peuvent être effectivement subventionnelles. Ça répond effectivement à optimiser le stockage, l'infiltration, si on a des sols qui sont finalement peu perméables et qu'on a besoin de mettre effectivement des espaces avec des éléments plus grossiers pour stocker un volume d'eau, oui, c'est des choses qu'on peut éventuellement intégrer dans nos aides. Il y a une question très simple, c'est où trouver les 6 actions actualisées? Alors, les fiches Je sais pas si actions du si la programme, réponse a donné.
Alors, les fiches actions sont dans notre programme d'intervention que vous retrouverez assez facilement sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et pour la fiche action pluviale, vous avez. Alors, le programme est construit dans le document, il y a différents chapitres hein, sur la stratégie, les redevances, les dépenses, etc. Et à la fin, vous avez les documents de mise en œuvre avec notamment les fiches actions, dans lesquelles vous allez trouver toutes les fiches actions sur les différentes thématiques d'intervention de l'agence de l'eau. Donc, ça va être l'eau potable, l'assainissement, l'agriculture, et j'en passe. Et bien sûr, alors, à la suite des fiches actions assainissement, vous allez trouver celle du pluvial. Je pense que du coup, je vais la mettre en lien dans le mail que je vais Peut-être, envoyer ouais. juste après ce webinaire, ce sera Mm, aussi simple. mm, Et une tout à fait. dernière question, sauf si on en a encore une qui arrive. Est-ce que les végétaux plantés dans les jardins de pluie peuvent être intégrés au montant total du projet Oui, et donc faire partie du montant oui, subventionnable? tout à fait. L'idée de l'agence de l'eau, c'est pas de subventionner juste. Enfin, si vous faites une noue pour la gestion des eaux pluviales, c'est très bien. Nous, on préconise ça. Si vous la plantez, c'est encore mieux. Donc, effectivement, l'aspect végétalisation, on l'intégrera dans nos montants éligibles. Plantation, végétalisation. De manière globale, hein, pas uniquement ce qui va être planté dans les espaces de gestion des eaux pluviales, mais à l'échelle d'un projet, on pourra intégrer tout l'aspect végétalisation, plantation dans le calcul, dans l'intégration de montants éligibles. Pardon. Bien. Il n'y a plus de questions. Ça fait presque 1h30 maintenant qu'on a des échanges. Ça a été très interactif. Est-ce que Valentin, toi, tu souhaites ajouter quelque chose? Moi, ce que je me dis, c'est que ça peut peut-être être intéressant de savoir que en cas de question, en fait, moi, je ne veux pas parler à ta place, mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas hésiter à contacter son référent de sa délégation de l'agence de l'eau pour pouvoir Tout à fait. échanger et voilà, éventuellement voir s'il y a des moyens de faire du cas par cas parfois pour être sûr que le projet puisse soutenir une pratique vertueuse, on va dire. C'est ça quand même l'objectif. Tout à fait, on est là pour ça. Hein. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question sur des projets. Alors, avant de déposer une demande de subvention, même si vous posez la question de l'éligibilité de votre projet, vous pouvez toujours nous solliciter en amont, pour savoir si ça vaut le coup de déposer une demande de subvention. Mais voilà, effectivement, on est là à votre disposition pour répondre à vos questions et vous orienter euh, dans cette démarche. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire et qui ont posé des questions. C'était riche et intense. Ça faisait longtemps qu'on avait envie voilà, de pouvoir avoir cette espèce d'espace j'ai envie de dire presque un service après-vente du programme. On puisse avoir des échanges et on soit pas tout seul face à sa fiche action et face au, au formulaire quoi, à remplir à la plateforme Rivage, etc. Donc, faut surtout pas hésiter. Il y a aussi des humains qui sont derrière les écrans et derrière les papiers. Et c'est toujours plus simple pour se comprendre. Voilà. Donc, le webinaire sera accessible sur YouTube. Et puis, de façon générale, voilà, vous avez les contacts. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Salut Rosalie. Au revoir.